Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mercredi, session éducative. Et vous avez choisi de faire une nouvelle série, du coup, mais cette fois on va le faire sur les ranges, c'est-à-dire on va reprendre un peu le schéma comme on avait fait sur les bulles, en trois parties. Une partie technique, on commence par celle-là, c'est la plus importante évidemment pour la mise en application. Une partie psycho pour arriver à essayer d'éviter de commettre les erreurs psychologiques dans les différents contextes. Et Dieu sait que dans le range, il va y en avoir beaucoup. Donc la deuxième partie ici sera tout aussi importante que la première. Et la troisième, bon, on essaiera de philosopher un peu sur les ranges, quelles peuvent être les applications, on va dire, connexes, pas uniquement liées aux pures applications de marché financier. Des choses dont on aura parlé dans les parties 1 et 2, et donc pour se détendre et sortir un peu du cadre purement technico, psychologico, marketo, voilà, bref. Donc, la même chose, on garde la même structure, c'était pas mal, je trouve, en termes de réflexion, et on va garder ça donc pour le Reg. Pour la partie technique, évidemment, il va y avoir beaucoup de redites, mais je vais essayer d'ajouter quelque chose, puisque, évidemment, là, comme on a 1 heure pour parler du truc, on va avoir le temps de voir un peu plus que ce qui a déjà été donné sur les ranges, mais il est important ici de reprendre toutes les bases. Donc, d'un point de vue technique, on se rappelle que pour la gestion du risque, le range est la structure la plus emmerdante qui puisse exister, et pourtant, c'est un peu contradictoire. Le range, c'est théoriquement la partie du marché dans laquelle on digère après un mouvement tendanciel. Alors que normalement, le range est la phase intermédiaire entre deux tendances, soit dans le même sens, soit opposées, enfin bref. Donc on dirait plutôt que si on reprenait ce qu'on avait dit dans l'émission la semaine dernière sur la partie philo, où on parlait de cette notion d'équilibre ponctuel et d'équilibre graduel, où on a effectivement donc une longue période de stase suivie de phases d'accélération. C'est un peu ça, en fait, ici qu'on pourrait réappliquer. C'est-à-dire que le marché est le plus souvent en range et il a des phases d'accélération. Le moment où le marché passe du range à la phase d'accélération, c'est totalement imprévisible, mais on verra qu'il y a quand même des structures qui peuvent se mettre en place et qui permettent de trouver des gestions du risque précursives de tendance, mais sans pour autant que ce soit comme d'hab déterministe. Le problème, c'est que dès que vous allez avoir une approche déterministe du marché, vous rentrez dans le biais habituel de je veux comprendre parce que j'ai peur de l'incertitude, égale quoi qu'il arrive, le biais d'attaque du marché est déjà mauvais à la base. Généralement, les résultats en trading sont les mêmes derrière. Donc, dans un range, encore une fois, l'erreur, c'est de chercher à comprendre. Ça, c'est clair et net. Et les pièges dans un range seront extrêmement forts. Et, comme on l'a dit et on le répète, c'est important, le range est une phase absolument nécessaire du marché qui consiste à préparer le démarrage de la tendance suivante. L'erreur à ne pas commettre dans le range, c'est donc de vouloir entrer en tendance trop vite. Parce qu'il y a des structures qui seront favorables à l'apparition d'une tendance à la suite d'un range. Il y a aussi des conditions minimum requises pour généralement digérer avant de pouvoir repartir. Donc, on résume. C'est la structure la plus imprévisible, donc c'est celle qui va mettre à travail votre psychologie le plus difficilement possible et surtout le fameux biais d'incertitude. Mais pas que, parce qu'évidemment, donc comme on vient de le dire, la durée de cette phase de stase entre deux attendez, je vais essayer de récupérer. Voilà. Rappelez-vous comme on avait dit, donc on avait noté cette phase-là, où donc on avait en général une phase parabolique qui retrouvait son frein naturel par la limitation des profits qu'on peut faire, mais on n'est jamais à plat, hein, on est toujours haussier dans les marchés, tant qu'il y a conservation de la croissance, hein, d'accord. Et puis on ne sait pas combien de temps dure cette phase de stase, et puis tout d'un coup on se sent réaccélérer, tout le monde s'euphorise, on repart sur une parabole, voilà, et ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On va garder cette notion parce qu'elle est vraiment importante et au cœur des, on va dire, des relations de marché. Donc le range, entre guillemets, ce serait cette partie un petit peu relou, là, ici, qui se situe au milieu, et de dire, dans cette phase-là, effectivement, c'est assez emmerdant parce que, donc, comme on a dit, ça, c'est une représentation dérivée du marché. Évidemment, le marché ne fait pas du tout ça. Comme on dit, au final, dans un range, c'est plutôt les moyennes relativement longues qui vont faire ça, un peu comme vous voyez ici la moyenne 50 qu'on a là, qu'on a tout ici. Voilà. C'est à peu près ça en fait que représente cette phase d'hésitation. C'est-à-dire que les moyennes vont tendre à se platifier. Elles ne vont pas nécessairement rester aussi plates que ça. Donc on va garder le schéma comme on avait fait un peu la dernière fois. C'est-à-dire là c'est la théorie entre guillemets, la valeur de la chose, mais le prix du marché n'a rien à voir avec la valeur évidemment. Le prix lui il est plutôt dans la recherche de l'oscillation. Donc c'est de dire ce qu'on aurait ici avec une représentation moyenne des prix,
C'est plutôt une moyenne qui va faire un peu ça, baisser un petit peu, remonter, voilà, travailler. Et là, effectivement, la moyenne va suivre comme... pardon, alors là, normalement, elle n'est jamais au-dessus. Mais vous avez compris le principe. Voilà, la moyenne ici va effectivement quitter cette zone. Que vont faire les prix, du coup? Puisque là, et c'est toute la théorie de ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre une notion claire, c'est que dans un range, le prix déteste la moyenne. C'est-à-dire, c'est une des bases des choses qui paraissent pas vraiment évidentes dans un range et qui pourtant vont nous procurer toute la gestion du risque. Bref, je vais développer là-dessus, vous comprendrez un peu plus loin. Donc, que va faire le prix dans ce range hypothétique, donc dans cette phase de temporisation? Alors, attendez, je vais juste cacher les prix derrière, comme ça, ils nous gênent un peu moins. Voilà. Temporairement, on remettra après. Donc le principe étant donc dans cette phase de ponctuation graduelle, on a dit de stase, le moment où en fait la valeur du marché reste très indécise, mais les prix, eux, vont devoir bouger. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a jamais d'état stable dans le marché. Au contraire, la stabilité dans un marché, c'est très mauvais signe. Un marché est toujours normalement instable par la définition qu'on en a faite. Le marché ne sait jamais où il va, il n'est pas déterministe, il est perpétuellement dans la recherche d'un prix. Donc, quand il ne sait pas où aller, quand la valeur ne bouge pas, que fait le prix? Il est volatile. Donc, normalement, dans un range, effectivement, vous allez voir la volatilité augmenter. L'indécision traduit la volonté à la fois acheteuse et vendeuse d'installer sa propre tendance, sauf que les deux vont échouer. Le range, c'est l'échec d'installation d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière pendant une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'une des deux parties l'emporte. Voilà en gros la définition du range. Le range, c'est pas on va attendre et on va travailler les prix et comme la valeur n'évolue pas, on va traiter les moyennes de prix. Non, non, le range, c'est l'inverse, c'est de dire on ne sait plus où on va, donc on va essayer de défendre un camp, un biais directionnel. Voilà pourquoi je vous dis souvent que dans un range, d'un point de vue technique, quand on est un petit peu plus expérimenté, il faut toujours être capable d'orienter son range. Est-ce qu'on veut traiter ce range avec un biais acheteur ou avec un biais vendeur? Ce qui n'empêche pas de faire le trade dans le sens opposé, mais ce qui permet de maximiser le rendement dans le range, en réduisant sa prise de risque dans le sens inverse et en augmentant légèrement la prise de risque dans le sens qu'on va favoriser. J'expliquerai tout ça un petit peu plus loin. J'ai introduit les notions et on va développer. On a 1 heure, on n'est pas pressé. Donc voilà, le principe étant donc dans un range, vous vous diriez, oui, bah, les prix vont évoluer autour de la moyenne. Bah non, en fait, dans un range, le but, ça va être de s'écarter, et puis, ah bah merde, on échoue, donc on repart là. On va ici, on repart là. Alors évidemment, le niveau de volatilité dépend en soi de la caractéristique de l'actif, on va dire dépend de ses dérivés de liquidité, c'est-à-dire que plus un actif est peu liquide, plus la volatilité dans la phase de range va être coriace. Mais autrement dit, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour créer ces moyennes, on va souvent chercher à s'en écarter. Et on va parfois rester un petit peu sur les moyennes, mais il y a cette nature antidéterministe du prix qui fait que dès qu'on a l'impression de rester trop proche d'une moyenne, une volonté tendancielle va émerger. Autrement dit, dans un range, vous pourriez vous dire que la moyenne, c'est le prix intéressant qui justifie la valeur, mais comme en réalité la valeur va très peu bouger, on va surtout s'en écarter le plus possible. C'est-à-dire que, rappelez-vous la notion qu'on avait construite, dans la gestion du risque, alors pardon, hop, dans la gestion du risque classique, celle qu'on utilise le plus est une donc représentation gaussienne du risque, d'accord, qui revient à dire, alors pardon, hop, je vais me mettre plutôt au milieu, voilà, la représentation gaussienne du risque, le truc le plus classico-classique que vous puissiez connaître, donc la fameuse chandelle là, ok, on a dit, donc c'est, merde, c'est pas ça que je voulais changer de couleur, hop, donc on se rappelle, notre bonne vieille petite chandelle classique, hop, la répartition gaussienne des prix, d'accord, plus ou moins large en fonction de la volatilité de l'actif, c'est-à-dire que, évidemment, plus l'actif est volatile, plus cette courbe tend à représenter une forme cyclique, et évidemment, moins l'actif est volatile, plus les prix sont représentés autour de la moyenne. Okay, vous vous rappelez de ce schéma-là. Donc, la différence, c'est que ça, c'est la théorie. Mais comme on l'a dit, ça, c'est la théorie d'un marché quand on synthétise l'intégralité de ces données, c'est-à-dire range et tendance comprises. Et en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que dans un range, c'est pas vraiment ça. Si on devait créer la distribution des prix dans un range, c'est-à-dire focaliser notre attention uniquement sur la phase non directionnelle des prix, ce qu'on trouverait ici, c'est clairement pas une moyenne de prix ici et une distribution écartée autour des moyennes. Et non, parce que ça,
C'est la représentation gaussienne historique des prix sur l'intégralité des structures de prix qu'on peut avoir, range, tendance, excès, tout compagnie. En fait, dans un range, ce que vous auriez comme distribution, c'est considérablement différent. Et c'est ça la base de la structure qu'on utilise dans la spéculation des ranges. Je vais vous expliquer parce que c'est vraiment très contre-intuitif. En fait, dans un range, vous allez avoir souvent quelque chose comme ça. C'est-à-dire, alors, on va étudier différentes formes de range, mais voilà, la répartition gaussienne dans un range représentée plutôt comme ça. Okay, c'est-à-dire que souvent, rappelez-vous, pour ceux qui font du market profile, ce qu'on retrouve très souvent comme profil dans un range, c'est cette fameuse structure dont je vous parle assez souvent, qui est la structure en B. D'accord ? La structure où effectivement on construit deux zones de range, et en fait c'est ça, cette répartition gaussienne du prix. Qu'est-ce que ça veut dire théoriquement? Ça veut dire que ici, si on veut utiliser statistiquement parlant des stratégies dans un range, en fait, quels sont les prix les plus demandés? Ceux-là. D'accord? Donc, autrement dit, on va noter ces différents points d'intérêt. Donc, il y a celui-là, d'accord? Les creux et les bosses dans la répartition gaussienne des prix. OK. C'est-à-dire que là où, on va dire, dans une globalisation du marché, la courbe rouge, on trouvera en fait que 3 points d'équilibre, celui qu'on appelle l'écart type, c'est-à-dire que on dit qu'effectivement c'est intéressant de spéculer dans des écarts types élevés et de viser des retours vers la moyenne. Ça, c'est ce qu'on fait quand on globalise les prix, tendance, range compris. Par contre, évidemment, quand on se focalise sur le range, la structure gaussienne est différente. Donc ici, on va décomposer des zones, d'autres zones. C'est-à-dire qu'ici, on va donner... Alors, je ne vais pas faire comme ça, on va rester comme ça, et on va reprendre une autre couleur. Voilà. Donc, ça nous donnerait, on va dire, cette zone-là. OK. On va dire ça. Ça nous donnerait cette zone-là. Ça nous donnerait cette zone-là. Et cette zone-là. Alors, comment on définit ces zones? Je vais vous l'expliquer, hein, évidemment. C'est des zones théoriques de gestion du risque. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les faibles écarts types, c'est-à-dire le prix est autour de la moyenne. Ici, ce n'est pas là qu'on trouvera le plus de prix. Théoriquement, là où on passera le plus de temps dans un range et où on va traiter le plus de volume, c'est dans cette zone-là qu'on pourrait appeler les écarts types intermédiaires. D'accord? C'est-à-dire, on s'écarte un peu de la... Merde, pardon, c'est pas ça que je voulais. Hop. C'est-à-dire, on s'écarte un petit peu de la moyenne, mais on n'arrive pas à aller suffisamment loin et on est perché ici. C'est-à-dire qu'on est bloqué et on essaie de décaler la moyenne. Qu'est-ce que ça donne en fait si on devait donner une répartition des prix? Je vais essayer de remettre les prix ici pour vous montrer à quelle étape de marché ici ça pourrait correspondre. Donc, si on traçait notre moyenne ici sur ce marché, hop, d'accord? Donc là, on prend toujours... Là, ici, c'est en bande de Bollinger, donc c'est pratique. Hein, la moyenne se trouve évidemment au milieu de l'écart type. Voilà ce que ça nous ferait. Ah merde, évidemment. En plein milieu. Hop. Voilà, ça nous ferait... La moyenne, ici, elle évolue comme ça. Hop, et hop. OK? Donc ça, c'est notre moyenne, comme on l'a dit. Donc ici, c'est plutôt tendanciel, voire range baissier. Hein. La moyenne a du mal à réussir à vraiment se stabiliser, à vraiment garder un biais directionnel, hein, et on repasse au-dessus des moyennes de prix. Bref, donc notre moyenne de prix serait là. D'accord? Ce qui est important de comprendre, alors là, évidemment, il faudrait que je trouve une structure de range, ce qui est assez emmerdant. Il faudrait changer d'actif. Évidemment, j'ai dessiné au milieu. Comment on va faire? Je réfléchis. Est-ce qu'on efface tout, on recommence? Alors, tant pis, on recommence, ce sera vite fait. Allez, on se décale sur une phase où on peut parler de range. Donc évidemment sur le DAX, là on a l'exemple parfait, mais on va se mettre en horaire. Voilà, le magnifique range du DAX. Bon là, on ne peut vraiment pas faire plus beau comme structure de range. Donc on va reprendre notre schéma ici. Ok, et je vais vous refaire la même chose. Donc on reprend nos moyennes. Ok, on est bon. Donc là, la moyenne de prix finit sa tendance haussière, se stabilise, tente de monter un peu, et on prend la cartouche vendeuse aujourd'hui. Alors bon, j'ai un peu chié sur la moyenne, là elle est un petit peu plus haut, mais bon, on synthétise. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure?
vous dire, au final, si on devait prendre cette portion de prix, d'accord, si on devait synthétiser uniquement cette portion-là, c'est-à-dire la phase fin de tendance, excès finaux, et on entre dans la phase de neutralisation, c'est-à-dire la phase de range. Ben, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous regardez la répartition des prix, okay, c'est-à-dire comme si ce qu'on faisait tout à l'heure, on se fixe sur la moyenne. On se dit que notre moyenne, c'est notre représentation gaussienne du prix, d'accord, c'est-à-dire on considère le centre ici comme étant la moyenne. Ça, c'est la moyenne de prix. Notre répartition gaussienne du prix, ici, autour de la moyenne, se fera, on passe très peu de temps dans la moyenne, on s'en écarte un peu plus, et plus on va chercher des écarts types élevés, plus évidemment les occurrences deviennent rares. On retrouve donc cette fameuse structure en B, hein, mais là, un B qu'on a tourné à 90 degrés. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on traçait ces lignes, tout à l'heure, on avait donc séparé des zones, je vais les remettre. On avait donc dit, il y a une zone qui se situe autour du pic. Bon, décidément, il va nous emmerder. Une zone qui se situe autour du pic de volume, c'est-à-dire voilà, la zone autour de la moyenne, qui nous intéresse très très peu, la zone de pic basse du range, sous la moyenne, et les écarts types... Merde. Bon, bref, vous avez compris. Et les écarts types élevés. OK? Donc ça sépare nos 5 zones, d'accord, qu'on appelle donc nos zones de gestion du risque. Donc, évidemment, dans quelle zone c'est intéressant de spéculer dans un range? Celle-là. Mais ce n'est pas les plus faciles à trouver, d'accord? Là, c'est la zone qui est vraiment pas intéressante, c'est les zones où on peut réaliser des breakouts, et ça, ce sont les zones dans lesquelles on va évidemment sécuriser, prendre les bénéfices. D'accord? Donc dans la psychologie, c'est ça qu'on va chercher à faire. Qu'est-ce que ça nous donne, typiquement, ici, sur l'application réelle de ces prix? Ça nous donne ça. C'est-à-dire, si on devait décomposer en zones, décomposer nos fameuses zones, okay. Ici, ça fait quoi? Ça veut dire, en fait, ici, on trace une zone autour de la moyenne, d'accord, qui est normalement proportionnelle à l'écart type, c'est-à-dire que plus la bande de Bollinger est resserrée, plus on se rapproche de la moyenne, hein, d'accord? Ok, on fera un truc comme ça. Là, on essaie de rester à peu près constant. Là, on s'écarte un petit peu. La moyenne, enfin, l'écart type augmente un peu. Ça se resserre. Ok, là, ça augmente un petit peu. Et là, ça recommence à se resserrer. Ok, ça nous ferait ça. On fait la même chose dessous. D'accord, hop. Ça se resserre bien. Ça s'écarte un petit peu. D'accord, j'essaie de vous tracer les différents écarts types. Bon, là, j'avoue, je triche. Merde, je triche un petit peu. Je fais un peu n'importe quoi, mais on s'en fout. D'accord. Autrement dit, ça, ce serait les limites de notre première boîte. C'est-à-dire, essayez de transposer votre vision, d'accord, et de vous dire, les prix qu'on trouve là, c'est les prix en réalité qu'on trouve ici. Et comme vous voyez, c'est pas là qu'on passe le plus clair de notre temps au final. On y reste un peu, mais sincèrement, la plupart du temps, on va chercher des volumes écartés. C'est-à-dire qu'en général, dans ces zones, on peut passer du temps, mais en général, on n'exécute aucun volume, ou très très peu de volume. La zone suivante, celle où évidemment, là, on passe le plus clair de notre temps, pardon, j'essaie d'y arriver. Tac. Voilà. Donc, normalement, ça, c'est la zone dans laquelle on passe le plus clair de notre temps dans un range. Okay. Alors après, ça, c'est la représentation globale, c'est-à-dire qu'ici, on a affaire à un range, sa répartition gaussienne, c'est-à-dire son profil, n'est pas forcément le même que tous. Hein, voilà. Et tous les ranges agglomérés, on tendrait effectivement vers cette structure-là, le B. Après, si on devait, par exemple, ici, tracer le profil du range de notre DAX, d'accord, ça nous ferait théoriquement un truc plutôt comme ça. Ici, si on devait tracer le profil du DAX, alors je vais le tracer en rouge, ok. Donc ici, ce serait de dire, si ça c'est notre moyenne, ça ce sont les prix qui sont en dessous de la moyenne, ça ce sont les prix qui sont au-dessus, d'accord. On voit bien ici que dans chaque zone, d'accord, par exemple cette zone, celle-là, 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 celle-là ou celle-là, qui sont donc nos 5 zones, okay. Qu'est-ce qu'on a ici dans notre structure? On voit qu'on a passé quand même le plus clair de notre temps, ici là où on a passé le plus de temps et probablement le plus de volume, c'est plutôt dans cette portion-là, donc on va dire dans la portion supérieure des prix, donc ici déjà on serait plus gros. Okay, on voit qu'on a passé pas mal de temps quand même sur les écarts type acheteurs, plus que sur les écarts type vendeurs. Donc ici, on dirait qu'on est surpondéré, c'est-à-dire que la moyenne ici, elle est là. On dirait qu'on surpondère ici, d'accord. Ok, on voit que sur la moyenne, on a passé pas mal de temps aussi, d'accord. Et après, par contre, on voit que sur la deuxième bosse de notre B, il y a vachement moins de monde, et sur les écarts type élevés, il n'y a vraiment plus personne. Okay, on y passe vraiment très très peu de temps, sauf cette zone-là.
Donc ici, entre guillemets, on a un range qui n'est pas de structure parfaite, voilà, il n'est pas dans la moyenne des ranges, il est plutôt dans une moyenne qui surpondère un petit peu les écarts types haussiers. Okay, mais ça reste une structure de range, et ce qui est important, c'est bien de comprendre qu'on ne peut de toute façon jamais prédire, on ne peut pas dire le range va prendre cette structure parfaite, mais on va faire comme d'habitude une réduction gaussienne, c'est-à-dire qu'on va utiliser des statistiques pour se positionner dans ce range et tirer parti d'une structure qui reste par définition plus indécise que jamais, mais on va essayer de, non pas prédire l'avenir, mais essayer d'avoir un avantage statistique dans le range. Quel est donc l'avantage statistique qu'on peut tirer du range? C'est que, quoi qu'il arrive, la structure restera imprévisible, mais si vous tapez bon, c'est-à-dire tout l'intérêt d'un rendement et de l'expérience dans les ranges, ça va être la capacité à prévoir comment on va répartir ces zones-là. Est-ce qu'on va passer plus de temps en haut, en bas? Et dans ce cas-là, dans la structure par exemple ici du DAX, ça aurait été intéressant de dire on favorise les achats et évidemment on réduit la part de volume sur les ventes. Okay, c'est-à-dire que par exemple, ici on prendrait des positions 2 fois plus grosses que là. Ok? C'est à peu près ça qu'on voudrait dire, c'est-à-dire que si on s'était bien positionné dans ce range, ce qui n'a pas évidemment été mon cas sur le DAX, puisque moi j'ai plutôt cherché les ventes, c'est-à-dire qu'on m'a proposé beaucoup d'opportunités vendeuses, elles ont tout aussi bien fonctionné, hein, qu'on soit bien d'accord, mais dans la gestion de ce range, c'est-à-dire si le but était uniquement de trader le range, il aurait été plus efficace d'essayer d'acheter plus fort que de vendre. C'est ce que nous donne la lecture de cette structure de range après ça. À la fin, hein, d'accord, c'est-à-dire encore une fois, c'est à la fin de l'histoire qu'on a la réponse. On ne cherche pas la réponse quand on trade. Le but n'est pas de comprendre. Le but est juste d'essayer de profiter d'amplitude et de séries statistiques. Donc là, ici, la série statistique, c'était dans le pur trading de ce range en horaire, il fallait favoriser les achats sur les écarts types, c'est-à-dire favoriser des achats par là, par là, par là, là, éventuellement, et sur toute cette zone ici. Effectivement, on voit que c'est une stratégie qui aura très bien fonctionné. Donc le but, dans les ranges, c'est effectivement de favoriser les écarts types. Donc ça, c'est une vision de marché qu'on a fait sur du pur écart type, mais évidemment, avec les canaux de tendance, on peut faire la même chose. Comme on dit, c'est ici, si je changeais, c'est-à-dire si je passe en appliquer... Merde, pardon. Si je passe, je vais y arriver, ce marché en mode canaux, on va faire les deux répartitions en fait. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, une répartition gaussienne basée par rapport à la moyenne. D'accord? Et c'est là où ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ici, si vous tradez ce marché-là avec des écarts types, d'accord, avec des bandes de Bollinger, c'est tout à fait faisable. Par contre, ici, votre marge de gain sera principalement caractéristique du fait de votre bonne perception de la direction du range. C'est-à-dire que si vous tradez dans le bon sens et que vous favorisez plus un sens qu'un autre, mais en soi, à la base, vous n'en savez rien, ça reste toujours un pari spéculatif qui reviendra à dire on va traiter ce range en favorisant un sens plus qu'un autre. Si vous prenez le bon sens et que vous tombez sur le bon truc, vous allez pouvoir tirer un avantage statistique en favorisant non seulement les écarts types, c'est clair, et en favorisant un écart type plus qu'un autre. Ok ? Et le but étant évidemment que dans cette stratégie-là, ici, donc vous achetez, d'accord ? Vous prenez la position, vous allez évidemment sécuriser ici, valider, d'accord ? C'est entre se dire achat, validation, là on s'en fout, et TP. D'accord ? Ou en tout cas, ici, on considère que le trade ne doit plus perdre, et si vous êtes vraiment chaud, on vise l'écart type opposé pour maximiser le rendement. Okay ? Mais évidemment, comme ici, les prix passent très peu, il y a aussi la probabilité que les prix, la plupart du temps, viennent ici et repartent. D'accord ? Donc, la stratégie la plus profitable dans un range, quand on a un bon biais directionnel, c'est d'acheter un des deux écarts types, acheter ou vendre, hein, évidemment, ça dépend quel écart type. Donc ici, ce serait de dire, j'achète, je valide, je récupère mes gains. Qu'est-ce que ça veut dire ici en termes de stratégie ? Ça veut dire j'achète, ça veut dire je valide, ça veut dire je récupère mes gains. Ok ? C'est exactement ça que ça veut dire. Dans la gestion
écart type, c'est-à-dire ceux qui font de la bande de Bollinger, voilà comment vous devez faire. Maintenant, on va faire une autre méthode, comme je vous dis, où ici, le principal facteur de gain et de rendement, ça va être votre capacité à favoriser le bon sens du range. Parce qu'évidemment, quand on fait le truc ici, si vous vous trompez de sens, c'est-à-dire si vous favorisez les ventes, comme on passe beaucoup moins de temps dans la zone d'achat, si ici vous ratez votre TP à peu de choses près, les prix vont rapidement revenir ici, bouffer tous vos gains, et ainsi de suite. Donc ici, c'est vraiment le facteur théorique du range, qui comprend tous les ranges haussiers, baissiers, et c'est la synthétisation globale de tous ces ranges. Et dans la réalité, les ranges ne sont pas prévisibles, et ils ont plutôt tendance à décorréler de cette structure-là en favorisant une des deux bornes. OK ? La structure du range, quoi qu'il arrive, reste indécise, mais il y a quand même une gestion du risque. Et en bande de Bollinger, voilà comment vous devez faire. Favoriser une des deux bornes et essayer de récupérer non pas les écarts types opposés, mais un petit peu avant. OK ? Maintenant, on passe sur la vision canot. Alors là, sur la vision canot, si on devait faire le même exercice, d'accord, de répartition des prix, on va essayer de le faire ici. Ça nous ferait donc, je prends notre médiane, je prends la médiane du canal. Merde, je veux pas du rouge, je veux du noir. On va garder le même code couleur tout à l'heure. Voilà. Donc là, si je prends ma médiane de canal, ça ferait un truc comme ça. Tac, 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 tac. Bon, j'ai un peu mal tracé, mais on va essayer de synthétiser. Hein. Je fais une médiane à peu près. Je suis désolé pour ça. Hein. C'est vrai que c'est volatile ce matin sur le DAX. Enfin, on va chercher les bornes de volat. Voilà. Ok, donc je fais de l'à peu près. C'est très à peu près, puisque d'ailleurs là la moyenne est ici. Bon, on s'en fout, hein, d'accord, je vais vraiment rester simple. Le but ici étant de vous faire comprendre la répartition des prix qu'on a ici avec la lecture en canal et pourquoi c'est un petit peu plus facile de traiter les ranges avec les canaux qu'avec les bandes de Bollinger. Donc, le principe étant qu'on fait la même chose, ok, sauf qu'ici, nos zones, pardon, il n'y en a pas 5. Ah oui, c'est encore les mêmes alertes. Je vais peut-être la désactiver celle-là. Bon, enfin, on va passer la matinée à gérer la volatilité du DAX. Hein, donc, enfin bon. Donc ici, pour moi, le truc, c'est qu'il y a toujours nos 5 zones, mais elles sont beaucoup plus faciles à trouver. Puisqu'ici, les 5 zones, vous les avez déjà. Je ne vais pas les retracer. C'est de dire, pour moi, il y a la zone 1. Ah, pardon. Hop. Votre zone 1, elle se trouve ici. D'accord ? C'est-à-dire ici, entre la médiane du canal et la première zone que je vous donne là. La zone 2, c'est le canal. La zone 3, c'est au-dessus du canal. OK ? Ici, même chose. Du coup, tac, tac. Donc vos zones, elles sont déjà prédéfinies. C'est-à-dire que vous n'avez pas à tracer vos zones intermédiaires d'écart type et un compagnie. Là, ici, c'est easy de chez easy. Le principe revient à dire, je vous ai déjà tout mâché en termes de travail. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme représentation gaussienne ? Si on prend donc l'analyse globale de tous les ranges, alors je fais encore, là c'est un peu doigt mouillé, hein, d'accord, mais ces études je les ai déjà faites, après c'est surtout que j'en ai tellement bouffé du marché que voilà. Hop, donc si on fait la répartition gaussienne du prix ici, en prenant donc notre point de référence en moyenne, le milieu du canal, d'accord, le positionnement des prix ici, ça ressemblera à ça. Bien. Pardon. Donc si on définissait nos 5 zones, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on avait donc une zone là, notre première zone, et ici on vient chercher les autres zones, d'accord, 4 et 5. Et bien ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est plus facile de gérer avec les canaux de tendance, et la fameuse médiane 50%, etc. Parce qu'ici, la structure et la représentation des prix, elle sera comme ça. Alors, en réalité, ici, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que si on devait tracer à la perfection, ça fait vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cet petit effet B que vous allez retrouver. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous voyez ici, quand on trace la médiane du canal, ce n'est pas le prix qu'on trade le plus. On a plutôt tendance à rester relativement écarté autour, mais on va dire, on va faire cette petite assumption dans le sens où ici, quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est que nous, on va passer la plupart du temps dans la zone 1. Alors, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Nous, on va passer la plus claire de notre temps. Bon, c'est pas ça non plus. On va rester comme ça. Voilà, on va utiliser nos zones. On va passer le plus clair de notre temps, d'accord, et du volume, dans la zone qui ne nous intéresse pas. Ok ? On va passer un peu de temps dans la zone qui nous intéresse.
mais uniquement quand on va avoir un biais directionnel, on passera très peu de temps hors des canaux. Ok? C'est-à-dire que là, théoriquement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne cette zone-là. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les canaux se réadaptent. Donc, le moment où on est hors du canal, ici, il y a très très peu de bougies qui sont hors du canal. Là, c'est encore plus filtrant que les bandes de Bollinger. Ici, on est vraiment sur du... Voilà les zones qui sont intéressantes, là, et ça fait deux petites bougies, hein, d'accord? Les zones qui sont intéressantes ici, d'accord? Et dès qu'on réintègre, le prix n'est plus intéressant. On va être intéressant là, sur cette zone-là, mais là, dès qu'on réintègre, plus intéressant, ok? Ici, du coup, on va être intéressant. Vous voyez que le chandelier ici se remet en place. Donc là, au final, c'est que sur cette portion-là que c'est intéressant. Là, c'est juste la petite mèche. Là, c'est juste les deux micro-mèches qui passent. Là, c'est toute cette phase d'accélération. Et après, ici, le facteur qui va faire qu'on va pouvoir bien gérer les risques ici en plus, c'est qu'on n'a pas que cette stratégie-là à utiliser. On utilise évidemment les breakouts et autres trucs du genre. On y vient après. Mais d'accord, il faut bien comprendre qu'il y a tout ça. Là, c'est un petit chouïa. Là, on sort sur le petit sommet. Là, toute cette zone-là. Là, c'est juste le tout petit bout qui est passé. Le tout petit bout. Là, c'est quand même une grosse zone qui est passée. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est juste cette zone-là et les toutes petites méchounettes qui ont dépassé. Là, rien du tout. On est passé à peu de choses près. Après, les canaux ne sont pas parfaits, hein, d'accord? Et il n'y a pas que ces éléments-là à prendre en compte. Mais ici, c'est juste pour le filtrage du prix, hein, dont on parle. Il y a cette zone-là qui passe, les deux petites méchasses ici, les deux petites méchasses là, etc. OK? Donc, tout à l'heure, on tradait à l'intérieur de l'écart type. C'est-à-dire, le canal d'écart type tout à l'heure, c'est 2 et 2,5. D'accord? Donc, on disait, la zone qui est intéressante, c'est quand on vient chercher cet écart type-là. OK? Et tout simplement. Nous, ici, dans une lecture de canal, la facilité qu'on a, c'est tout simplement qu'en facilité de lecture, il n'y a qu'une seule zone qui nous intéresse, c'est quand on déborde les canaux. Parce que ici, on va y passer 80% du temps, c'est inintéressant. Ici, on va y passer au moins 10% ou 15% de plus, et ici, on reste très peu de temps. En temps passé dans ce range, clairement, là, tous les petits points qu'on a mis, c'est que dalle. Parce que la plupart du temps, ces bougies, elles sont passées dans le canal. Donc le moment où elles en sortent, ça ne dure normalement que très très peu de temps. C'est là où, évidemment, il faut regarder comment réagissent les prix, est-ce que ça produit un signal, etc. OK? Et quel est toujours donc le contexte. Donc, pourquoi les canaux, ça me semble un peu plus facile? Parce que visuellement, c'est très 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 facile à capter. C'est juste de dire que dans un canal comme ça, là, le but n'est pas de viser l'écart type opposé, mais le canal opposé. D'accord? C'est-à-dire que nous, la stratégie reste à peu près la même que celle qu'on a mis en place tout à l'heure dans les bandes de Bollinger. Ça va être de dire, je rentre ici. Alors, pardon, on va essayer de garder les mêmes codes couleurs. Ça va être compliqué. Nous, ça va être de dire, je rentre ici à l'achat. D'accord? Si on considère ça comme le prix en dessous de la moyenne. Ici, je vais rentrer à l'achat. Et je vais sortir ici. Achat, revente. De même que si je veux faire l'exercice opposé, je vais essayer de vendre ici et de me racheter là. C'est-à-dire que c'est très facile à gérer puisque du coup, il suffit de dire j'achète dès qu'on déborde les canaux, ou je vends dès qu'on déborde par le haut, et je vise le canal opposé. Simple, net, précis. Nous, on y ajoute une règle supplémentaire qui est que dans tous les cas, on ne visera jamais plus de 76% de retracement pour se garantir une sortie statistique. On va en parler juste après. C'est-à-dire qu'après la gestion des écarts types et de la série de prix, on va gérer des règles supplémentaires qui permettent de maximiser les gains dans les ranges, en limitant les risques, hein, encore une fois. D'accord? Et la même chose, les ranges ne sont pas prévisibles, ils n'auront pas tous cette structure ici. Effectivement, il y a des ranges où on va passer un... Merde, je vais y arriver décidément avec les couleurs. Hein. Voilà. Donc, il y a des ranges où on va passer un petit peu plus de temps sur la borne ici, et la borne baissière sera beaucoup moins représentée. Okay? La structure n'est jamais la même sur tous les ranges, il y a des ranges acheteurs, ranges vendeurs. Là aussi, d'accord, il va y avoir une maximisation du rendement si vous arrivez à bien choper le sens du range, c'est-à-dire à favoriser les achats ou les ventes, parce que, évidemment, ce sera plus facile à gérer psychologiquement, mais ici, quoi qu'il arrive, normalement, vous pouvez faire les deux sans aucun problème, parce que le repère visuel sera touché quoi qu'il arrive. Normalement, il n'y a aucun souci à venir chercher ces zones-là, et visuellement, c'est plus facile à gérer. Voilà. Après,
Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, tous les contextes se valent. L'essentiel, c'est de bien comprendre l'essentiel de la gestion statistique dedans. Comprenez bien la répartition gaussienne que vous avez et appliquez-la. Autrement dit, si vous avez fait de la Bollinger, il faut vraiment attendre l'écart type au moins 2, voire 2,5. Si vous faites de la gestion en canal, il faut bien attendre le débordement des canaux dans les stratégies de range. Ok ? Voilà pour la partie répartition gaussienne des prix, gestion du risque. Donc, Bollinger, écart type, canal, sortie des canaux pour essayer de trader avec des écarts types suffisants par rapport à la moyenne et pour trouver un avantage statistique dans ces ranges. Ça ne garantit pas le fait que vous allez forcément choper une borne, puisque, comme on l'a dit, un range, au bout d'un moment, s'épuise. Donc, la règle qu'on y ajoute ici, pour maximiser la gestion du risque, est celle que je vous donne. Quand on est débutant, dans un range, on évite de chercher à trader trop. C'est-à-dire que ce que vous devez faire en premier lieu, c'est identifier la structure de range. Pour ce faire, il faut passer, pour ma part, d'un contexte à un autre. D'accord ? Passer du contexte vendeur au contexte acheteur, ça traduit normalement l'indécision du marché. Le fait qu'on tape les deux bornes d'un canal, ça veut dire qu'on est dans une recherche de prix et que typiquement, on est soit sur une phase de pullback dans une tendance, une phase un peu de doute et de repli vers des moyennes dans la tendance, avant de terminer cette dite tendance, ce qui est donc le cas ici. Là, hop, on vient faire le pullback, ici se trouve l'excès final, et à la suite de l'excès final, on vient bien du contexte vendeur au contexte acheteur, le range commence ici. Ça, c'est la phase fin de la tendance, ça, c'est la phase début d'une phase de range. Qu'est-ce que je vous apprends à faire dans le début d'une phase de range ? Tant que, alors si on précède d'une tendance haussière, le but pour vous va être de corriger une partie de la tendance haussière. Pas d'essayer de choper le point haut, ni d'essayer de choper le point bas du range, mais d'attendre la troisième borne de range. Autrement dit, ici, vos trades de range, ils sont là et là. Celui-là, non, puisqu'il n'a pas débordé les contextes. D'accord ? Je vous y ajoute une règle supplémentaire qui consiste en plus ici à utiliser la zone de gestion du risque, qui est de dire que quand on prend le sommet et le support, quoi qu'il arrive, vous allez rajouter une gestion du risque supplémentaire qui n'est pas liée au traçage des canaux. C'est une sécurité pour deux raisons. D'une part, le canal, des fois, il va être mal placé et le FIBO va vous sauver. D'autre part, le FIBO, c'est une gestion du risque très utilisée dans les ranges par les robots. Donc, je pense qu'il est très important que vous les utilisiez également. OK ? Qui est de dire, c'est une autre répartition gaussienne du prix, d'accord, autour des Fibonacci. Donc, comme on l'a dit, en fait, si on devait traiter des zones de prix dans un range, vous pouvez utiliser du Fibonacci, vous pouvez utiliser de la bande de Bollinger, ou vous pouvez utiliser le traçage des canaux, soit automatique, soit vous le faites manuellement. Ces trois choses-là, elles fonctionnent très bien pour contextualiser les ranges. Voilà. Par contre, il faut bien savoir utiliser la méthode que vous utilisez. Et d'en combiner pas plus de deux. Là, à faire les trois ensemble, c'est vraiment too much. Et je veux dire, comme on dit, dans un range, quoi qu'il arrive, la structure reste chaotique. Donc, ce n'est pas en augmentant votre gestion du risque que vous allez réellement augmenter vos profits dans une structure de range. Mais bien en respectant cette règle que je vous apprends, qui est de dire, dans un range, il y a un trade à très faible risque qui se différencie toujours des autres. C'est celui que je vous apprends à faire en premier, celui que je vous appelle la troisième borne de range, qui consiste à dire, dans un range, la phase où l'indécision est la plus forte et où, pour autant, la gestion du risque est la plus élevée, c'est la troisième borne de range. Parce que on est paumé dans le range, on ne sait pas où on va, mais on a de fortes chances d'avoir affaire à un contexte de range. Ici, on va généralement trouver la zone soit écart type, soit bord de canal, soit carrément les 76%, soit les trois réunis. Et quand vous avez les trois réunis, normalement, vous avez une superbe gestion du risque pour que le marché reparte dans l'autre sens. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez savoir que le prix va forcément repartir ici, et ça c'est la chose dont on parlera surtout dans la psychologie, parce que le timing dans un range est plus indécis que jamais. C'est l'ennemi du trader dans le range, le timing. En fait, le but de ces stratégies que je vous apprends, soit l'écart type, soit la sortie de canal, soit les 76% de retracement, et de préférence au moins deux d'entre eux qui sont réunis, ça vous permet de réduire les risques, ça ne vous permet pas de prédire le futur. De le faire sur la troisième borne de range, ça réduit encore plus les risques, puisque normalement le marché ici est dans son plus haut niveau d'indécision. Qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire ? Retourner chercher les bornes. Essayer de taper comme un mec bourré dans un couloir noir, essayer de chercher la sortie. Et en essayant de chercher la sortie, la troisième borne de range est celle qui statistiquement fonctionne le mieux. Quand on est expérimenté,
on trade le reverse avant, et on trade même ici, puisqu'en général, on fait notre prise de profit. C'est-à-dire qu'on fait le trade spéculatif, fin de tendance, on récupère les gains, on revend la troisième borne de range, on récupère les gains ici à 76%. Hein. Voilà. On récupère ces gains ici, et si on prend un biais vendeur de range, on commence derrière à essayer de former des accumulations, ainsi de suite. Ça, on verra dans une autre émission. Donc comprenez bien que la troisième borne de range est une règle supplémentaire qui permet de maximiser les rendements dans les ranges. Ça ne permet pas de maximiser le nombre de trades, puisqu'au contraire, ça le réduit significativement. Ça veut juste dire que dans toute la structure, la troisième borne de range, c'est statistiquement le trade qui a le plus de probabilité de réussite. Voilà, c'est tout con, c'est comme ça. Donc il vaut mieux commencer par la sécurité, apprendre à trader les contextes les plus probables, et après vous apprendrez à maîtriser un petit peu plus. Et moi je vous apprends à dire derrière qu'une fois que votre range a fait sa troisième borne, vous ne cherchez plus à trader ce range. Sauf s'il casse évidemment une borne précédente. C'est-à-dire que là, effectivement, hop, on revient casser le plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez recommencer. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? On revient bien chercher le contexte, on a bien une structure de range. Qu'est-ce qu'on fait? On met ses Fibos, ici et là. Okay. Tout ce qui ne sort pas des Fibos, ça ne nous intéresse pas. Okay. Et évidemment, dès qu'on va sortir du contexte, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Shorter. À quel moment on sort du contexte? Ici. On est bien au-dessus des 76, on est bien en débordement du contexte. C'est là que vous prenez votre borne de range, votre troisième borne de range, elle est là. Vous visez le 76% Fibo, donc votre TP, il est là. Mais vous avez pris un TP avant, puisqu'on est venu chercher la borne de contexte opposée. Donc vous avez ici une vente, un TP1, et si vous avez gardé le reste, un TP2 ici. Mais vous pouvez très bien tout sortir là, hein, tout dépend des profils de risque et compagnie. Le but étant de récupérer un gain à très faible risque dans une structure totalement imprévisible. Qu'est-ce qui se passe derrière? Un nouveau sommet. Un nouveau sommet, et qu'est-ce qu'on fait derrière? Hop, on revient une nouvelle fois chercher le contexte de support, donc retour au range, une nouvelle fois, 3 fois de suite, hein. En gros, premier sommet, range, troisième borne de range qui a fonctionné, sommet supplémentaire, troisième borne de range, ça fonctionne, sommet supplémentaire, troisième borne de range, on est en train de la faire ce matin. Il nous manque le Fibo 76, qui est un petit peu plus haut, d'accord? Bon, là, je trace à la mimine. Hein. Voilà, on les a. De toute façon, ils sont tracés. Le Fibo 76 est un petit peu plus haut. Donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est ça. Hein. C'est d'essayer d'attendre qu'on soit par là, d'essayer d'attendre d'avoir nos signaux de range, puis de shorter le DAX, tout simplement, en troisième borne de range. On est toujours dans un range. Alors, il est interminable, ce range, mais ça reste un range. Et pour l'instant, on est sur un scénario typique de troisième borne de range. Basta. Fin de l'histoire. Tant qu'on est dans cette structure de range, elle est extrêmement longue, mais comme on continuait de faire des nouveaux sommets, on élargit juste le range, mais on reste toujours dans des stratégies de troisième borne de range. Quand le range est mature, c'est le moment où, après la troisième borne de range, on vient en former une quatrième, et quand on fait 4 bornes de range, qu'on a une structure de range, c'est-à-dire que c'est à partir de 4 bornes qu'on peut tracer 2 lignes de tendance, en fait, pour faire tout con. Hein. Donc, quand vous avez 4 bornes de range, c'est là où on va éventuellement commencer à chercher des accumulations pour viser des sorties baissières, ou une accumulation sous la résistance, ici, pour chercher une sortie haussière. Mais c'est comme ça. Troisième borne de range, on ne sait pas, et la structure de range est tellement indécise que le marché va généralement favoriser un repli. Dans le cas des range vendeurs, voilà. Même chose dans le cas du range acheteur. Et après, une fois que les 4 bornes sont formées, normalement la structure du range commence à devenir visible. Donc le marché va faire quoi? On commence à voir la structure. Donc soit on va casser la structure avec une tendance, soit on va casser la structure, échouer et reformer un range de structures différentes. C'est comme ça que les marchés évoluent dans les ranges. Alors dit comme ça paraît un peu déterministe, effectivement. Mais comme je dis ici, les probabilités sont tellement larges en termes de possibilités de structure de range, etc., que, quoi qu'il arrive, ça fait tellement de possibilités que ça reste non déterministe que stratégie. Et la dernière règle que vous connaissez normalement en structure technique, c'est celle que je vous apprends des 2 vagues. C'est-à-dire qu'il y a une structure, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, alors elle est probablement liée, effectivement, je pense, à dériver d'une certaine façon à la structure dont on parlait tout à l'heure, la structure gaussienne, qui revient à dire que comme notre structure gaussienne dans les ranges, que ce soit via de l'écart type ou via la stratégie en canaux, a plutôt tendance à se faire avec 2 bosses. Merde, bon, c'est pas ça que je voulais encore une fois, on va y arriver. A plutôt tendance à se faire avec des structures en 2 bosses, d'accord?
Donc il est possible que ces deux bosses soient la représentation de deux mouvements, entre guillemets. C'est-à-dire que ici, si on devait représenter les prix, bah, statistiquement, dès qu'on va venir d'un écart type, d'accord, ça voudrait dire, venant d'un écart type, le plus souvent, on vient chercher ici, puis le prix revient chercher la bosse ici, et vient chercher l'écart type, et refait la même chose dans l'autre sens, on revient chercher la bosse, on vient chercher cette bosse, puis l'écart type. Je ne sais pas si vous comprenez, mais dans la répartition des prix, c'est ce qui pourrait partiellement expliquer le fait que la plus claire de notre temps, effectivement, on le passe dans nos fameuses zones ici. Voilà, ça peut être une des explications, mais de dire, effectivement, dans notre structure ici, on a plutôt tendance à venir travailler ces zones intermédiaires pour des petits swings qui sont des swings intermédiaires, mais les vraies zones hautement spéculatives, là où les vrais reverses se mettent en place, c'est effectivement bien ces zones-là. Ok? Donc c'est vraiment, à mon avis, une des possibilités qui pourrait expliquer, ou en tout cas donner du sens, un sens logique à nos structures en deux vagues, mais voilà, on va dire c'est très théorique et honnêtement, je ne mettrai pas non plus mon tampon là-dessus. Mais plus de dire, ce schéma en deux vagues, il a une tendance, quoi qu'il arrive, à se représenter. Alors vous voyez que ce n'est pas parfait non plus, puisque par exemple, si on prend le cas de notre DAX, ici on a pourtant un schéma en trois vagues. Enfin on voit bien trois poussées avec un overlap, ce qui tendrait justement à penser que ce range est plutôt un range vendeur d'ailleurs. Hein. Donc ici, on pourrait, si on est plus expérimenté, se contenter d'un retracement 61%. Raison, voilà, pour laquelle je pense que ce matin, il faut surveiller le DAX. S'il veut, il poussera 76, mais on peut surveiller dans toute cette zone parce qu'on a une structure baissière dans ce range. Voilà. C'est un peu ça que je voulais vous faire comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ranges un peu plus tendanciels. C'est les choses qu'on travaille avec les un peu plus expérimentés. Aujourd'hui, je vais essayer de rester sur la structure globale du range, ni acheteuse ni vendeuse. La seule altération qu'on va faire dans un range vendeur ou dans un range acheteur, c'est comme on l'a dit, on va favoriser une des deux bornes. C'est-à-dire que si on reprend notre répartition gaussienne tout à l'heure, et nos 5 zones, d'accord, donc entre guillemets, ça c'est ce qu'on appelle la zone à l'intérieur du canal, celle qui ne nous intéresse pas, le ruban du canal et tout ce qui se trouve au-dessus. Je vais y arriver, c'est compliqué. Et tout ce qui se trouve au-dessus du canal. Ok, là le canal et tout ce qui se trouve au-dessus. Donc, ce qu'on va faire théoriquement ici, si on prenait notre répartition gaussienne, donc comme on l'a dit, on va prendre une répartition moyenne. Alors, comment je vais faire ça? Oui, ok. Donc, on prend une répartition moyenne. On va se dire, donc comme on avait dit tout à l'heure, notre répartition moyenne, elle va avoir tendance à faire un truc comme ça, le petit b ici, et on s'écarte. Ok? Ça, c'est donc la répartition si on prend tous les ranges acheteurs-vendeurs et qu'on devait synthétiser statistiquement toutes ces données. Maintenant, si on doit le faire avec un range acheteur, que je vais tracer, je vérifie les couleurs maintenant, en bleu, là c'est au-dessus au-dessus de la moyenne, enfin de la médiane du contexte, en dessous, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir dans un range acheteur? Tout simplement ici très très peu de prix, voire pas du tout. Ici ça va commencer à arriver. Ici on est effectivement mais peu représenté. Là on est surreprésenté et on va tendance à se réduire derrière. Ok? Dans un range vendeur, la répartition des prix va faire l'exact opposé, à savoir très peu de temps ici, très peu de représentation là. Et ici, une surreprésentation des prix qui tend à se répartir derrière. Donc, comment on va exploiter les structures de range acheteur et vendeur? Autrement dit, ça, c'est ce que je vous fais appliquer dans le range neutre. Donc, on utilise les sorties de canaux, ces zones-là auxquelles on vient ajouter une gestion du risque supplémentaire qui est nos FIBO 76. D'accord? Le FIBO 76, il va évoluer indifféremment de la structure du canal. C'est une sécurité supplémentaire. D'accord? C'est de dire, vous allez attendre votre FIBO 76 pour vous positionner, ce qui vous donnera une gestion du risque supplémentaire et indépendante. Hein, d'accord? Le FIBO n'a rien à voir avec le positionnement du canal. Les deux fonctionnements derrière n'ont rien à voir, ce qui fait qu'ils sont effectivement complémentaires. Enfin, en tout cas, vous pouvez les ajouter. Tout comme je vous dis, les Bollinger, vous pouvez traiter Bollinger plus canal. Par contre, la gestion du risque Bollinger et canal est relativement similaire. Donc, je veux dire, la plus-value que vous avez en ajoutant Bollinger plus canal, c'est pas voilà. Et puis c'est surtout que d'avoir les Bollinger plus les canaux sur un graphique
graphiquement parlant, c'est très surchargé et visuellement parlant, j'aime pas l'idée d'avoir un graphique complètement bourré d'infos. Donc, pour la simplification, je trouve que d'un point de vue visuel et utilisation stratégique de l'espace graphique, le plus utile, c'est de combiner Fibo et soit les Bollinger, soit les canaux de tendance. Voilà. Ça, je vous le donne. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est quelque chose qui a été pensé pour essayer que ce soit le plus efficient avec, pour autant, la meilleure gestion du risque possible. Donc, en combinant les deux et en fonction de nos fameux ranges, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien ici, on va tout simplement ajouter donc une altération supplémentaire qui est de dire, au lieu d'aller sur du Fibo 76, on va aller sur du Fibo 61. C'est-à-dire que dans le cas du range vendeur, comme on va passer tellement peu de temps ici, on ne va pas attendre forcément 76 parce que le risque, c'est qu'il y ait tellement peu de prix qui puissent dépasser 76% qu'on risque de se faire niquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, si vous vous rendez compte, la portion de prix qu'on aurait ici sur les ranges moyens, les ranges neutres, on la retrouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un Fibo 61 au lieu d'utiliser un Fibo 76, et au lieu de trader en débordement du contexte, on va trader dès l'entrée dans le contexte. On shift. Et on fait la même chose à l'achat. Ce qui fait que dans un range vendeur, la zone qui nous intéresse, c'est minimum 61%. Et comme on a dit, c'est une gestion du risque totalement indépendante du positionnement du canal. Mais on va se positionner dans le canal, ici, avec notre Fibo 61, pour un range vendeur. Et dans un range acheteur, on fera la même chose avec un Fibo 61, un Fibo 61 qui sert de plancher et de phase de gestion du risque pour augmenter un petit peu sa rentabilité dans le range. C'est une sécurité supplémentaire. La plupart du temps, les deux vont fonctionner bien ensemble, mais il y a de temps en temps où le Fibo va être l'élément technique qui va vous sauver d'une perte stupide. OK ? Et donc, on va terminer là-dessus après. Comment on différencie techniquement ces ranges en termes de structure avec les canaux? C'est très simple. Il y a toujours une structure qui vous permet d'orienter ces ranges dans un sens plus que dans l'autre. Les éléments sont clairs. Il y a un élément fondamental de base qui est la persistance d'une tendance. C'est-à-dire que provenant d'une tendance haussière, le range a généralement plus de chances, légèrement plus de chances, de sortir dans le sens de la tendance précédente. Effet de tendance, effet mouton, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue probabilité, c'est une réalité. C'est une réalité qui ne permet pas non plus aveuglément de toujours relancer dans le sens de la tendance précédente. Mais ici, ça va consister à dire, quoi qu'il arrive, quand on ne sait pas au début de ce range, la moyenne étant positive, ça traduit le fait qu'on provient d'une tendance haussière. La structure de range ici, statistiquement, elle a un peu plus de chances de sortir par la hausse. C'est du genre 60-40. Donc ce n'est pas suffisant pour y miser le compte et dire de toute façon c'est boule, mais plus de dire, ne sachant pas, privilégier le sens de la tendance précédente. Ensuite, l'autre chose, donc hormis l'orientation de la moyenne, comme on l'a dit, normalement dans un range, la moyenne, elle va se platifier, et puis, après cette normalisation, soit effectivement on va repartir en tendance haussière, tout en tendance baissière, 60-40, ce n'est pas le genre de ratio sur lequel on peut réellement capitaliser. C'est proche du 50-50, autrement dit, ça peut être un peu du pifomètre. Donc on fait très attention à ça. Le deuxième élément, donc comme on l'a dit tout à l'heure, là où il faut faire extrêmement attention, consiste à dire, donc, notre gestion du risque, elle va se représenter différemment par rapport à nos canaux. Et c'est en fonction de la réaction des prix par rapport aux canaux que vous pourrez orienter vos ranges. C'est-à-dire que, dans la gestion du risque, comme on l'a dit, un range baissier va avoir une structure un peu différente du range neutre, dans la répartition et dans le comportement des prix par rapport aux canaux. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visuellement, ce que vous allez voir, c'est que normalement un range vendeur est un range qui va très facilement casser les contextes acheteurs. Très facilement. L'autre élément technique, c'est que normalement on doit tenir plusieurs clôtures. C'est-à-dire il ne suffit pas juste de venir casser et ressortir, il s'agit normalement de casser et tenir les clôtures. D'accord? Tenir plusieurs clôtures et normalement clôturer. Attendez, laissez-moi zoomer. Hop, voilà. Ok. Quand je parle de clôturer, rappelez-vous bien ici qu'une boîte de contexte, d'accord, c'est une boîte temporelle. C'est-à-dire qu'ici, entre guillemets, vous avez une boîte de temps, d'accord, et quand on recrée une nouvelle boîte, ici, vous avez eu une clôture sur l'UT du contexte. Donc, ce qui est important quand je parle de clôture, c'est effectivement, il faut qu'on ait des clôtures sur l'UT local ici qui se fassent sous le contexte, mais il faut aussi, et de préférence, que la clôture de la borne de temps
se fasse de préférence hors du contexte. Ça, c'est vraiment un signe normalement de range baissier. Voilà. Alors évidemment, on n'est jamais dans la certitude, puisque là, par exemple, dans une structure de range baissier ici, vous auriez pu vous dire, ok, on démonte bien les contextes, on tient les clôtures, il n'y a pas de souci. Normalement, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on est un peu plus expérimenté, d'accord, pas les débutants, on met ces fibos, toujours, pardon, je viens de faire une bêtise, du plus haut au plus bas. Ok. Et ici, théoriquement, vous vous diriez, ok, on va shorter ici, 61%, on est dans le contexte, etc. Et bien pourquoi on ne le fait pas? Ah oui, hein, d'ailleurs, le Fibo 61 se trouve là. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi en fait je vous mets tout un tas de règles pour éviter que vous tombiez dans des pièges comme ça? Ici, si vous réfléchissez, votre range il est déjà mature, vous aviez votre sommet, là c'est votre troisième borne de range, celle dont on parlait tout à l'heure, ou ici, hein, voilà. Ça veut dire 1, 2, troisième borne de range, enfin, donc 1, 2, 3, quatrième borne de range. Depuis quand on trade les cinquièmes bornes de range? Non, on ne les traite pas. Vous êtes obligé ici d'attendre, soit de chercher une accumulation, c'est-à-dire que là, éventuellement, c'est ici que se prennent les trades d'accumulation pour les expérimenter. On voit qu'ici, ça n'a pas marché. Derrière, que fait le marché? Il élargit le range et on recommence la musique. Ici, vous avez de nouveau une première borne de range auquel on applique un nouveau range et on avance à l'aveugle comme ça. On ne sait jamais parce qu'on n'est pas déterministe, d'accord? On évolue en fonction de ce qui est produit. Ici, nouveau sommet, qu'est-ce qu'on fait derrière? On attend une chose, le repli vers le contexte inférieur. Une fois qu'on touche le contexte inférieur, on regarde comment ça se comporte. Est-ce qu'on arrache le contexte, d'accord? Ce qui pourrait orienter notre range vers la baisse. Donc, si vous réfléchissez bien, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Est-ce que votre range, il est acheteur ou il est vendeur? D'abord, regardez comment se constitue D'abord, regardez la moyenne. Si la moyenne est toujours fortement acheteuse, c'est qu'il y avait une forte tendance haussière qui précédait. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas non plus être trop agressif. Mais vous regardez comment ça se comporte sur le support. Si le contexte de support se fait arracher comme là, c'est que vous avez très probablement un range vendeur qui va se mettre en place. Donc, vous vous contenterez éventuellement de 61% de retracement au lieu de 76%, et vous vous contenterez de vendre dans le contexte au lieu de chercher des débordements. Ok? Ici, on étudie notre prix. Il vient là, il vient juste chercher le contexte, donc on sait qu'on a un range. On sait qu'on peut mettre nos fibos. À ce stade-là, on met nos fibos. J'arrive pas à le mettre bien en haut. Voilà, on met nos fibos. Alors, je vais changer de ratio fibo, hein, comme ça, ce sera moins gênant. Alors là, on n'y voit rien du tout. Voilà, bon, on y voit encore moins. Merde. Bon, on va garder Dom Zone, on le voit bien. Voilà. Donc le principe étant donc de dire, ici on peut mettre nos fibos, ok. Donc de toute façon, ici, pour l'instant, si on voulait prendre un range, on ne peut pas prendre un range vendeur parce qu'on n'a pas bien cassé le machin, donc on va favoriser le range neutre. Et on va attendre la troisième borne de range, minimum 76% de retracement. Donc à partir de là, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au-dessus de ça, on n'a pas la validation de la règle FIBO, qui est une sécurité, qui de temps en temps va vous faire rater un trade, certes, mais elle va aussi vous sauver la plupart du temps. Et on attend toujours le débordement du contexte ici. On est revenu chercher une fois le contexte acheteur, okay, donc deux contacts acheteurs, mais on n'est pas venu chercher le contexte vendeur entre-temps. Ici, on voit qu'on ne déborde pas non plus, on ne tient pas les clôtures, etc. Donc, pas d'alarme, on reste toujours sur un range neutre. Hop, débordement du contexte, on est bien au-dessus des Fibo 76. C'est là que vous shortez votre troisième borne de range, encore une fois, et on regarde comment ça se comporte. On récupère de toute façon ces gains obligatoirement sur le 76% opposé, ou Fibo 23, hein, ce sont des réciproques. Et évidemment, on sécurise, comme ici on est sur un range typique neutre, on sécurise quand on arrive sur le contexte opposé. Donc ici, vous avez votre TP obligatoire, et si jamais vous voulez laisser filer un peu de la position, ici vous avez un autre TP maximal. Ok? Et on gère comme ça, et on avance toujours, Fibo 76 et gestion du risque, et on regarde comment se comporte le contexte ici pour savoir si on peut orienter le range. On fait donc le même exercice sur le sommet actuel, donc formation d'un nouveau sommet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on cherche à shorter, tout ça? Non, ici c'est les trades pour les expérimenter. Ici on a un marché qui est en train de faire à nouveau des excès finaux, c'est-à-dire de déborder les sommets des ranges, faisant suite à une tendance acheteuse. Hein. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça fait sur le marché global si on devait dézoomer? Ça fait un truc comme ça. Donc là, ça veut dire que ça, c'était un excès final potentiel, ça aussi, ça aussi. Ça, ce sont des trades de reverse qui ne peuvent être pris que par les expérimentés. Et à chaque fois qu'on vient faire un nouveau sommet, on reprend la stratégie de range
indéfiniment tant que on n'a pas une structure de range mature avec une accumulation et une sortie tendancielle. Donc ici, nouveau sommet, on attend quoi? De venir chercher le canal de contexte. Donc là, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Hop, on fait un nouveau sommet, donc bah, c'est pas grave, on attend. On attend. Là, hop, ok. Comment se comportent les prix? On dérouille le contexte, on tient plusieurs clôtures et on clôture tout en bas, sous le contexte. Bon, bah là normalement, vous vous dites, ok, donc déjà la seule chose que je sais à ce moment-là, c'est que je vais mettre en place ma stratégie de range et que je vais peut-être mettre en place ma stratégie de range vendeur. Pour l'instant, j'attends quoi? J'attends pas de chercher le bottom ici. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends qu'on revienne chercher au moins le contexte. Parce que même dans le cas d'un range vendeur, je ne peux pas vendre avant le contexte vendeur. Ok? On avance. Ok, donc là, autrement dit, qu'est-ce que je fais activement parlant sur mes graphiques? Est-ce que je suis en train d'essayer de jouer à Nostradamus et compagnie et de faire des plans sur la comète? Non, je mets juste une alerte au Fibo ici. Enfin, je mets juste une alerte sur ça. Tant qu'on ne vient pas chercher mon contexte vendeur, ça ne m'intéresse pas. Je peux toujours pas appliquer ma troisième borne de range. Qu'est-ce que je vois derrière? Alors, ici, on a bien dérouillé les contextes. Alors, le contexte ici, j'arrive même pas à voir où il est tellement les fibos sont violents. Je les replacerai après. Ok, ok. Là, on voit que on n'arrive plus à déchirer les contextes. Ok, ça pourrait être range ou neutre à la limite. Mais on reste comme ça. Oh putain, là, on redérouille bien, clôture tout en bas. Ok, et on n'est toujours pas en train de revenir chercher les contextes vendeurs. On est venu le faire ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On remet toujours ces fibos du sommet à la résistance. Enfin, de la résistance au support, hop, donc le point bas qu'on a fait ici. On est obligé donc d'attendre, on sait qu'on a un range vendeur, hein, on l'a vu, on a bien dérouillé les contextes, il y a tout ce qu'il faut pour un range vendeur. Donc on attend au moins 61 et dans le contexte. Et évidemment, on attend un signal. Là, qu'est-ce qui se passe sur le DAX? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de signaux. Là, il y a 0 signaux sur le DAX. Donc là, à quoi est-ce qu'on a affaire? À un range qui statistiquement avait plein de chances d'être un range vendeur. Et là, bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore en train de nous péter la tronche parce qu'ils ne veulent pas vendre et compagnie. Mais pas de signaux. Voilà, ce matin, je vous ai dit, on surveille des signaux vendeurs sur le DAX. Il n'y a rien, ils sont en train d'arracher toutes les zones. Donc là, on attend, on a une structure de range vendeur qui ne correspond pas à ce qu'on devrait. On aurait dû trouver des vendeurs par là, et on ne les trouve pas. Donc pour l'instant, on va attendre. Soit c'est vraiment un piège acheteur, soit c'est qu'on s'est trompé de contexte. Le marché reste par définition imprévisible, mais on doit se contenter d'appliquer nos stratégies. Et ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. OK? Là, ce matin, il y avait effectivement un truc à faire sur le Fibo 61 dans des contextes horaires. Maintenant, pour l'instant, ça ne réagit pas. Donc, la bougie ici, elle va clôturer dans 4 minutes. Si ça se trouve, la bougie horaire suivante, elle fait ça. Et on aura un signal vendeur horaire et on pourra prendre le trade. Pour l'instant, il n'y a juste pas de réaction des prix. Maintenant, on n'est pas nulle part non plus. On est sur une zone Fibo 76. Donc, on va quand même regarder ce qui se passe ici. On est en débordement des contextes, ce qui fait qu'on va devoir recadrer ce range. Il n'a pas réagi sur le range vendeur, mais il peut très bien réagir sur le range neutre. Le range neutre, c'est quoi? Débordement du contexte et Fibo 76. Donc là, il reste un contexte ici, tradable, de range neutre. Le range vendeur, lui, ne marche pas, et pourtant on avait des signaux précurseurs en cassure des contextes, mais pour l'instant, on voit que de range vendeur, c'est plus trop ça. En tout cas, il n'y a pas suffisamment de vendeurs pour repousser ce range sur les Fibo 61. Donc, on regarde ici ce matin, éventuellement, ce qui va se passer sur la zone 76,4. Alors, vu le gros flux de débilos qu'on a ce matin, il va falloir au moins attendre que ça se normalise avant d'avoir un signal. OK? C'est tout simple, c'est tout bête. Le range, il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est la combinaison de vos règles. Un contexte graphique, vous utilisez les Fibos ou vous utilisez les canaux de tendance. Je m'en fous, mais pour les débutants, c'est quand même plus pratique le canal de tendance, comme on l'a dit, parce que la répartition est plus visuelle. Il suffit tout simplement de dire range vendeur dans le contexte, range acheteur dans le contexte acheteur, et range classique, au moins attendre un débordement. Ratio 61 pour les range acheteurs-vendeurs si vous avez des éléments précurseurs qui favorisent ces ranges. Si vous ne les avez pas, vous restez sur du range neutre, 76, débordement de contexte, basta. Et troisième borne de range à trader quand vous avez ces conditions-là. Ne pas trader la seconde et ne plus trader à partir du moment où le range ne crée pas une nouvelle borne derrière, dans le sens de la tendance précédente, j'entends bien. C'est-à-dire que là, casser les supports, ça ne suffisait pas. Il fallait derrière, pour réinitialiser le comptage des ranges, c'est faire un nouveau sommet. D'accord? Donc là, on pouvait réinitialiser le comptage, et ainsi de suite. Et on le fait tant que le range ne fait pas ces 4 bornes. C'est-à-dire que là, à quel moment on pourra considérer le range du DAX comme mature? Si aujourd'hui il devait trouver sa borne ici, okay, et repartir derrière, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il revienne chercher le contexte acheteur pour qu'on ait 1, 2, 3,
4 bornes de range. Quand on a 4 bornes de range ici, on regardera comment ça se passe derrière. Si ça se trouve, cette borne de range, elle cassera les supports. Et elle fera une classique quatrième borne de range. Mais qu'est-ce qu'on va attendre derrière? Une accumulation et une tendance baissière qui pourra émerger. Ou même chose, mais dans l'autre sens, on vient ici, on revient une nouvelle fois chercher le contexte vendeur, on accumule, c'est-à-dire on achète les canaux de tendance ici, et on part acheter. Bon, les accumulations, on fera de toute façon une structure là-dessus. Bref, aujourd'hui, c'est range neutre dans le meilleur des cas. Donc on attend des signaux de type range neutre sur le DAX éventuellement, et c'est tout. Et s'il n'y a pas de signaux, qu'est-ce qui va se passer? Nouveau sommet égale redépart d'un nouveau compte vendeur derrière. C'est-à-dire qu'il faudra invalider les ventes qu'on a prises ici, attendre une nouvelle fois que le marché vienne de nouveau taper des contextes de support pour que vous puissiez de nouveau tenter de prendre des ranges derrière. Mais aujourd'hui, je vous mets ma main à couper, qu'on va s'arrêter par là sur le DAX, et je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Voilà, on verra bien, mais dans l'état actuel, ici, il y a de fortes chances qu'on forme une borne, et je vous le dis comme ça, je le sens juste un peu venir, le DAX va nous faire un triangle, puisqu'il n'a pas envie de baisser, donc il va probablement nous faire cette structure-là, et on va attendre derrière, soit une nouvelle sortie haussière, soit une sortie baissière, mais ça pue le triangle. Voilà, donc la troisième borne de range aujourd'hui, elle est à trader dans un contexte de range neutre, ce qui veut dire que, comme d'hab, derrière, qu'est-ce qu'on fait sur son TP? Le TP se fera sur le canal de tendance, d'accord? Le canal de tendance, là, il va se remettre à l'achat. Donc, vous aurez comme objectif le canal de tendance avec un objectif max 76 ici. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a un trade qui se met aujourd'hui, son objectif max, c'est ça, ou le canal de tendance. Ou le canal de contexte, pardon. Voilà comment on navigue dans les ranges, sans savoir, sans chercher à comprendre. On n'y va pas en mode je formalise le marché et je construis des plans de trading complexes. On y va purement opportuniste et en lecture de graphique. Évidemment, tout est affaire de time frame, donc faites bien attention toujours à ne pas avoir d'alerte de contexte pour bien cadrer le range sur le bon time frame. L'erreur, c'est de trader des petits ranges dans des plus gros ranges, où là, effectivement, c'est toujours le plus gros time frame qui impose sa loi en général. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la partie psycho des ranges, comment éviter de commettre des erreurs psychologiques dans le range, toujours lié à nos deux biais humains de base qui sont la peur de l'incertitude, qui est mise à très rude épreuve dans les ranges, et évidemment l'impatience, le biais d'impatience qui est mis à encore plus rude épreuve dans ces marchés. D'ailleurs, là on ne peut pas faire plus simple, vous avez target de range, vous avez un signal qui va clôturer éventuellement dans une heure, il n'est pas clôturé, hein, attention, donc on attend bien le signal, mais là théoriquement, c'est un signal de vente de haut de range, tout ce qu'il y a de plus classique qui est en train d'arriver. Il faudra attendre encore 59 minutes pour le faire. Ok? Mais théoriquement, là, dans une heure, si on est toujours là, il y a de fortes chances qu'on ait le fameux trade de range dont on parlait. Voilà, bye bye.